Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mara-Arabiya. Merci d'être avec nous. Merci encore une fois pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent nos émissions et surtout qui apportent votre soutien en étant fidèles, mais surtout en apportant ces informations et ces images. Car je vous le rappelle encore une fois, c'est vous qui faites l'information en nous donnant la réalité sur le terrain afin qu'on puisse apporter nos réflexions, surtout avec nos invités au programme ce soir. Donc nous allons revenir sur la disparition, l'assassinat de Mahtoub Lounès, mort assassiné le 25 juin 1998, quelques centaines de mètres de sa maison. Je vous rappelle, ce chanteur, musicien, auteur, interprète, compositeur, philosophe, poète algérien de langue kabyle, militant de la cause identitaire amazigh, a apporté sa contribution. Il l'apporte encore aujourd'hui d'une certaine manière. On va y revenir avec nos invités dans sa revendication pour la liberté, la dignité, la laïcité, la démocratie en Algérie. On essaiera de faire un état des lieux avec nos invités. Est-ce que son combat est encore là aujourd'hui? Même si l'enquête a eu lieu, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Qui réellement a tué, qui réellement a assassiné Mahtoub Lounès? Ça, c'est une question qui se pose. On va bien évidemment y revenir. Sachez qu'on y reviendra tout à l'heure, mais l'enquête révélera notamment que sa voiture a été impactée de 78 balles et Mahtoub Lounès a été touché par cette balle et a trouvé donc la mort dans la wilaya de Tizi Ouzou, précisément à Asdouala. On y reviendra donc avec nos invités au programme, bien évidemment, Journée internationale donc de soutien aux victimes qui subissent la torture. C'est ce 26 juin précisément et l'occasion de faire appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de torture. On essaiera de comprendre avec nos invités, est-ce qu'en Algérie, la torture existe-t-elle, puisqu'il y a la torture physique, certes, mais il y a surtout la torture psychologique. On sait très bien que certains détenus restent par exemple plusieurs heures dans une salle avant d'être interrogés. Certains sont encore détenus aujourd'hui sans qu'ils connaissent leurs accusations ou encore la date de leur procès ou encore avoir vu un avocat pour les défendre. Et enfin en troisième partie avec nos invités, on viendra sur ces Jeux méditerranéens qui ont donc commencé hier avec un spectacle magnifique, une inauguration. Quelle fierté, quel bonheur pour ce magnifique pays qu'est l'Algérie, mais nous essaierons de comprendre, c'est le titre de l'émission. Alors bonheur et fierté de l'autre, notamment à Oran, mais que se passe-t-il de l'autre côté, c'est-à-dire le quotidien des Algériens? On parle notamment de difficultés au quotidien, on en parlait hier avec nos invités, parfois de misère, difficulté à avoir accès à des produits de première nécessité, sans parler de ces centaines, de ces milliers de jeunes qui prennent le large pour quitter l'Algérie et qui malheureusement trouvent la mort. On reviendra, c'est 4000 participants, près de 24 disciplines, 26 nations, c'est la 19e édition donc de ces Jeux méditerranéens en Algérie. Avant de commencer cette émission, c'est l'une des plus grandes voix algériennes. On va ici écouter une artiste à la veille des 60 ans de l'indépendance. Vous allez voir un message poignant de cette artiste, de cette grande chanteuse qui est connue dans le monde entier. C'est Souad Massi. Elle dénonce la répression dans cette chanson, l'injustice, pleure les morts en mer. Je vous le disais il y a quelques instants, elle s'indigne des conditions de vie en Algérie. Elle rêve du sourire tout simplement des Algériens ou de certains révolutionnaires comme Larbi Ben Hadi, paix à son âme, pour retrouver une dignité, je vous le disais, une liberté. Le combat continue, une dignité dont rêve tout un peuple, toute une jeunesse, toute une génération. Et elle parle d'un homme, d'une femme qui a tout simplement la force et le courage de dire la vérité encore aujourd'hui. Voilà, beaucoup d'émotions dans ce travail magnifique devant cette peinture. Un clip d'ailleurs épuré et des textes qui sont clairs. Je vous invite vraiment à retrouver ce titre qui vient de sortir d'ailleurs pas plus tard qu'hier, à 19h heure de France, à quelques jours, à quelques heures donc de ce 5 juillet. Souad Massi qui rend hommage à l'Algérien, aux Algériens, aux Algériennes et à tout ce peuple qui aspire demain à vivre autrement, à vivre librement. Nos invités ce soir, donc sans plus tarder, alors je rappelle qu'on a pris un peu de retard, mais je rappelle à nos invités que nous allons respecter le temps de l'émission normale. Merci à la direction de la rédaction qui travaille à mes côtés, avec nous. Donc, je vais saluer Hassan Hirej qui est avec nous, économiste, analyste politique. Bonsoir, cher Hassan.
Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonsoir aussi et surtout peut-être, sans doute même, à votre équipe sans laquelle nous ne serons pas là. Je suis tout à fait d'accord. Qui se mobilisent différemment, certes pas devant les caméras, mais qui font un travail. Avec nous, Samir Yahyaoui. Bonsoir, cher Samir, analyste politique. Bonsoir. Merci Samir d'être avec nous, Samir Yahyaoui. Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, bonsoir. Vous êtes en plein rendez-vous. On va vous prendre au téléphone. Je vais commencer avec vous comme prévu pour une petite dizaine de minutes et on échangera par la suite avec nos deux autres invités. On va faire 3 points d'actualité avec vous. Aïssa Rahmoun, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, cher ami Chaban, c'est Hassan, c'est Samir. Bien sûr, aux téléspectateurs de Al-Marabia. Effectivement, actuellement, je suis dans un café littéraire avec Sunhaja Rouf, qui vient de publier un livre assez intéressant. Et du coup, donc, on participe au débat. Excusez le son, parce que là, je suis dans la rue, comme tous les Algériens. Non, pour l'instant, le son est très bon. Maître Aïssa Rahmoun, d'abord, première question, je vais avec vous, comme ça, sillonner les trois thématiques. On va prendre 3 minutes par thématique avant de vous libérer. D'abord, vous étiez peut-être tout jeune, mais vous avez vécu cette période, ce 25 juin. 1992, donc c'est la disparition, l'assassinat de Mahtoub Lounès. On verra quelques images tout à l'heure après votre intervention. Beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui et puis c'est peut-être un combat c'est même sûr, c'est un combat qui est encore aujourd'hui mené par des millions d'Algériens et d'Algériennes. Oui, tout à fait. C'était pas le 92, mais c'était en 98. Ah, j'ai dit 92. 98. Autant pour moi, non, 25 juin 1998. 92, c'était l'arrêt du processus démocratique. Exactement. C'était en 98. À l'occasion, j'étais étudiant. Et le hasard des choses, ou bien l'ironie du sort, a fait que j'étais l'avocat de la fondation Mahtoub Lounès à l'occasion du procès de l'assassinat, du moins pour les complices de l'assassinat, ceux qui ont donné les pistes fallacieuses, une accusation fallacieuse, après 12 ans, 9 ans à 12 ans de mandat de dépôt, Hakim Chenoui, qui était convoqué au tribunal militaire, qui est vraiment un tribunal militaire, au tribunal criminel, auprès de la cour de Tizi Ouzou, pour le fait et l'accusation de complicité dans l'assassinat de Mahtoub Lounès. Je me souviens qu'on avait dressé avec le collectif d'avocats dont je fais partie de l'assassinat de Mahtoub Lounès une liste de 51 témoins à convoquer devant la justice. Entre autres, le général Toufiq et beaucoup de cadres politiques et militaires qui étaient responsables, qui ont fait des déclarations contre l'assassinat de Mahtoub Lounès. La demande de convocation de ces témoins était refusée par le parquet général. Du coup, donc on a eu un droit, plutôt de déni de droit, à l'audition des témoins dans une affaire politique que les magistrats ou les faiseurs d'opinion, les décideurs ont voulu qu'elle soit une affaire liée au terrorisme, point barre. On ne voulait pas avoir la lumière, la clarté, la justice et la vérité, mais aussi la réparation, un devoir de mémoire aussi sur l'assassinat d'un homme engagé, d'un homme de culture, d'art, un révolutionnaire. Maître Rahmoun, une question un peu directe comme ça. D'abord, il faut rappeler que
que Mahato Blounès a été kidnappé. Il y a des questions qui se posent rapidement. Le peuple est sorti, rapidement le peuple s'en est pris notamment donc, au pouvoir, en scandant déjà à l'époque pouvoir assassin, puisque je rappelle que l'artiste Oulahlou avait déjà sorti pouvoir assassin. D'un côté, était de question du GIA, d'un côté le pouvoir. Clairement, qui, selon vous bien sûr, question comme ça directe, mais qui a tué Mahato Blounès, sachant qu'en Algérie, les enquêtes, en général, elles sont menées rapidement, expédiées, voire pas du tout? Vous savez, c'est Chaban, dans le jargon de la procédure pénale, dans le jargon des procès politiques, on dit souvent, si on ne connaît pas le commanditaire, il faut aller voir le bénéficiaire. Effectivement, l'assassinat de Mahato Blounès, comme celle de Krim Khedr, Alim Sili, Bark Boudiaf. Boudiaf aussi, on ne peut pas en passer. Pour réellement y aller voir le bénéficiaire. On est dans un régime où la justice n'est pas indépendante. La justice, elle est aux ordres. Et la justice, quand elle est aux ordres, elle répond aux besoins d'un calendrier politique, à l'occasion d'une conjoncture, à l'occasion d'un contexte. Alors, les véritables questions à se poser sur l'assassinat de Mahato Blounès. Qui a tué Mahato Blounès? Pourquoi a-t-on tué Mahato Blounès? Quand a été assassiné Mahato Blounès? Et quels sont les dividendes de l'assassinat de Mahato Blounès? Souvenez-vous, en 1998, c'était à la veille d'une élection présidentielle qui a donné par la suite la démission de Yamin Zerouel. Donc c'était une transition d'un président à un autre. Toujours est-il que c'était les mêmes décideurs jusqu'à maintenant, décideurs politiques qui chapeautaient, qui nommaient, dégommaient les présidents de la République, les chefs de l'État, jusqu'à présent. Et du coup, pourquoi assassiner Mahato Blounès? Plusieurs thèses disaient qu'il fallait interrompre un processus de négociation, un processus de réconciliation, un processus de vérité, et Mahato Blounès comme étant un homme emblématique, un homme qui a su avoir la sympathie de toute une région, de tout un pays, qui est la Kabylie en particulier, qui était engagé. D'ailleurs, à un certain moment, Mahato Blounès chantait une de ses meilleures chansons, selon ses amis et sa famille. Ça veut dire, vous qui avez les galons sur vos épaules. Il s'adressait directement aux militaires, à l'état-major. Et du coup, plusieurs questions restent à poser. Je me souviens qu'on avait fait 2 procédures manquées à l'affaire Mahato Blounès. C'est l'étude balistique assurée par un cabinet d'études autrichien et la reconstitution des faits qui était assurée par un cabinet français. L'histoire a voulu, par manque de fonds pour le paiement de ces 2 cabinets, la Fondation Matoub, à travers Sœur Malika, n'ont pas pu rassembler les fonds nécessaires pour assurer ces fonds, ces paiements de fonds pour les deux cabinets. Du coup, l'affaire, elle reste suspendue. Jusqu'à présent, la lumière n'étant pas faite sur l'assassinat de Mahato Blounès, on peut considérer déjà qu'il s'agit d'un assassinat, d'un crime d'État. Malheureusement, beaucoup, encore aujourd'hui, sont dans cette situation-là. On se souvient notamment de ce jeune qui a trouvé la mort en prison. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, paix à son âme, mais c'est vrai qu'en Algérie, les enquêtes posent énormément de problèmes. Avant de vous libérer, le temps passe et je sais que vous êtes pris. Aujourd'hui, c'est le 26 juin, c'est cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Pareil, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes rue des Pyrénées à Paris pour notamment un café littéraire. Mais vous êtes algérien, vous avez vivez en Algérie, Maître Aïssa Rahmoun. Peut-on aujourd'hui dire et parler d'une torture psychologique pour être direct en Algérie? On sait que les détenus parfois sont laissés à l'abandon pendant des heures, des fois dans des pièces allumées, parfois sont un peu nourris particulièrement, attendent aussi leur chef d'accusation, ne voient pas leur famille, parfois aussi
Ils sont emmenés sans que le peuple ou leurs avocats sachent où ils sont pendant des fois 3 heures, mais des fois une nuit, des fois 2, 3 jours. Peut-on parler de torture psychologique en Algérie ou c'est un terme qu'il faut totalement bannir? Écoutez, la torture, en fin de compte, c'est un phénomène qui est très répandu en Algérie. On se pose la question, le tort, il existe à quel niveau? Est-ce que le tort, il existe chez celui ou celle qui présente, qui dénonce la torture, ou celui qui ne marque pas pour un parquetier, qui n'enclenche pas une procédure d'enquête contre la torture? Je suis praticien du droit, je suis avocat, et souvent, nos clients, les prévenus, nous signalent des cas de torture, que ce soit sur le plan du droit commun, dans les affaires dites d'affaires politiques. Souvenez-vous, à l'occasion de l'incarcération, de la détention de Karim Tabou, par exemple, où Maître Zoubida Assoul, Mustafa Bouchachi et moi-même avions dénoncé un cas de torture morale exercé à l'encontre de Karim Tabou. Ce n'était pas le même cas, parce que Karim Tabou, il faut dire que c'est une personne qui est médiatisée, c'est une personne qui est un homme politique, pour ses opinions politiques, avait subi des tortures morales. Dans l'interrogatoire, dans l'investigation, dans la garde à vue, durant toute l'instruction jusqu'au tribunal, jusqu'à comparaître devant un juge. Il existe d'autres cas de torture pour les prévenus de droit commun qui subissaient effectivement des pressions pour leur faire signer et dire des aveux qui ne sont pas les leurs. Et là, ça concerne réellement un cas de torture, soit physique ou morale, qui porte atteinte à l'instruction et au cours de la justice. La torture, elle est exagérée. على بالك نقول لك سي شعبان سي قاسي la torture c'est devenu un sport national en Algérie. Quand tu vois le profil des agents de sécurité, des enquêteurs, des officiers chargés de la police judiciaire, je vous renvoie, j'invite ceux qui suivent actuellement l'émission, un livre de magistère, une thèse de magistère de Mouloud Hamrouch. الظاهرة العسكرية في إفريقيا السوداء. Ça date sur l'Algérie. Le système de recrutement, le complexe que traînent les officiers qui font les PV, les complexes sociétals bien sûr, tribaux, et dans toute cette ambiance de complexe que vivent les instructeurs, les hommes de loi, qui sont censés être hommes de loi, la pratique de la torture physique et morale est archi-existante. Alors je vous renvoie aussi au témoignage de beaucoup de détenus qui ont manifesté, qui ont témoigné au profit d'organisations comme le CFDA, le SOS Disparu, la Ligue des droits de l'homme, de la pratique de la torture en Algérie. Qui ont témoigné après effectivement leur... Après leur détention. Je vous fais confiance sur le timing, Maître Rahmoun, je vous fais confiance sur le timing puisque le temps passe. Je vous demande 1 minute 30, deux petites minutes. Peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors bien sûr, on est fiers, hein, c'est tout un honneur. On écoutera tout à l'heure, on verra 1 petite minute sur cette inauguration d'hier. Ce n'est qu'un plaisir, bien évidemment, que l'Algérie soit vue comme ça, avec cette jeunesse, ce magnifique spectacle d'hier. Ça, on en est tous fiers ici et puis en Algérie et même à travers le monde. Mais qu'est-ce que ça vous évoque comme ça? Le titre de l'émission, c'est cette inauguration avec ce spectacle et puis à la fois bonheur et fierté d'un côté. Mais vous connaissez le quotidien des Algériens. Je pourrais faire toute une liste. Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces deux images différentes à la fois? Mais il faut qu'on soit réaliste. Bonheur et fierté, je ne suis pas tout à fait d'accord pour ces concepts.
Je voulais dire joie. Joie parce que les Algériens découvrent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Réellement, on peut organiser les Jeux. Bon, on a organisé les Jeux méditerranéens. On peut organiser les Jeux olympiques et probablement des Coupes du monde de football et beaucoup de manifestations culturelles et sportives à la fois. À la moindre condition qu'on soit un pays ouvert. Un pays ouvert, c'est pas un pays qui vend des billets d'avion à raison de 1500, 1200, 1300 euros pour que les Algériens rejoignent leur famille. Un pays ouvert, un pays, une force d'un pays, c'est pas un pays aussi qui a construit ses stades, ses infrastructures par des entreprises étrangères, qui réussit à faire la prestation des Jeux, des Jeux méditerranéens avec des entreprises étrangères. Nous avons tout le potentiel, nous avons toutes les énergies, toute cette jeunesse qui peut faire assurer ce genre de manifestation nationale, régionale et internationale. Du coup, donc, il faut dire la chose suivante. C'est une caricature. En fin de compte, qui m'a le Nike ou la Adidas ou la, tu fais tout le produit, tu injectes sur la petite étiquette Made in Algérie. Nous avons rien réussi, quoique c'est une fierté. Merci Maître Aïssa Rahmoun d'avoir réagi sur ces trois actualités ce soir. Merci infiniment. Je vous laisse continuer bien évidemment votre café littéraire. À très vite. On va donner la parole dans quelques instants. Il nous reste quand même pas mal de temps d'émission. Encore une fois, mes excuses à nos deux invités pour ce retard. Ils sont en attente. On va écouter ici Mahatou Blounès. C'était son dernier voyage à Paris. Il réagissait notamment dans quelques émissions de télé en France, à Paris. Et écoutez ces mots poignants du début à la fin. Je suis né un 24 janvier. Et un certain 24 janvier, se sont déroulées des horreurs. J'ai vu cette brave dame-là, ces braves dames parler là, et réciter des vers. C'était troublant, choquant. C'est parce qu'il ne faut pas que la mémoire continue d'être tronquée. Il faut véhiculer la mémoire. Je vis le drame algérien quotidiennement, donc moi je suis là depuis 3 mois déjà, mais moi je sens que j'y retourner prochainement. Parce que ces gens-là peut-être cherchent à ce qu'on parte, l'exode. C'est peut-être ça qu'ils cherchent en nous. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Que je vais mourir peut-être dans 1 mois ou 2. Mais il ne faut pas y retourner, non? Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Je suis né. Voilà, Samir Yahyaoui, j'ai évoqué pas mal de points avec Maître Aïssa Rahmoun. Donc, parole aux invités tout de suite. D'abord, sur cette disparition de Mahatou Blounès. Il y a Mahatou Blounès, mais il y a aussi toutes ces générations et ce combat, il continue toujours encore aujourd'hui. Vous pouvez réagir bien sûr là-dessus. L'homme aussi qu'il était et l'héritage qu'il laisse aujourd'hui. Et dans un deuxième point, après avoir donné la parole à Hassan Harash, on essaiera aussi de voir un peu cette justice en Algérie, ces enquêtes, puisqu'aujourd'hui, l'affaire est loin d'être élucidée. Pardon, c'est à moi la parole? Oui, Samir Yahya, oui. Déjà, merci pour l'invitation et salut vos invités. Qu'est-ce qu'il faut dire sur Mahatou Blounès? Il est victime de l'intolérance. Il est victime de l'intolérance. Et si il y a une preuve à donner sur le fait que l'Algérie est un pays intolérant. Alors Samir Yahya, oui, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que ça vous arrive, mais apparemment, on a un souci de son avec vous.
Je suis sûr et certain que ça va se régler. Je vous reprends dans un instant. Hassan Hiresh avec nous. Écoutez, je vous donne la parole sur les points que je viens d'évoquer. Alors, je crois que vous avez commencé par Matoub Lounes, si j'ai bien compris. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Oui, l'affaire de l'assassinat de Matoub Lounes est une affaire sordide, comme malheureusement plein d'autres. Il est très difficile de parler de cet assassinat après les paroles justes de Maître Aïssa Rahmoun, et qui était sur le terrain et qui était donc un des avocats chargés de cette affaire. Néanmoins, moi j'ai connu Matoub Lounes, donc ce que je peux dire déjà, c'est que ce chanteur, auteur, compositeur représentait un symbole à la fois de la liberté, de la création, un symbole aussi d'abnégation, de lutte, d'engagement, puisque cet homme a donné toute sa vie pour que vive sa culture, pour que vive sa langue. C'est un homme qui s'est dépensé, qui a pris des risques et qui n'a pas hésité, évidemment, à s'engager au quotidien pour que les Algériens, dans leur ensemble, vivent libres, vivent heureux, et que le système en place puisse laisser la place à une démocratie, à un système démocratique, redonner la parole au peuple algérien. Dans le répertoire de Matoub Lounes, il est clair que l'essentiel des thèmes qui sont récurrents, c'est autour de la liberté, autour du respect des droits de l'homme, de la personne humaine, autour de la fraternité, autour de l'amour, autour tout simplement de tout ce qui concerne l'éthique du vivre ensemble, de la cohésion sociale, et puis de cette ouverture de l'Algérien pour les cultures non seulement méditerranéennes, mais les cultures du monde. Matoub Lounes, c'est un homme universel, est un homme du monde, c'est un mentor pour la jeunesse algérienne aujourd'hui. Et donc, son assassinat reste évidemment une plaie, une plaie malheureusement qui défigure complètement le visage de l'Algérie et qui rappelle des étapes que nous avons vécues depuis 1962 avec l'assassinat de Khmisti, l'assassinat de Mohamed Khider, de Karim Belkacem, de Medegri, de Ali Messili, de l'imam, je ne me souviens plus le nom, en plein Paris, etc. Donc c'est une suite, en fait, j'allais dire presque logique, du système coercitif que subissent les Algériens depuis maintenant 60 ans, à la veille du 60e anniversaire. L'assassinat de Matoub Lounes reste une énigme. On ne sait pas exactement qui sont les commanditaires, pour quelles raisons, lors même que l'on sait qu'on a assassiné Matoub. Enfin, les raisons, on peut, d'une manière un peu, si on fait un parallélisme, aujourd'hui, souvent les détenus qui sont, les hommes et les femmes qui sont arrêtés, c'est parce qu'aussi ils parlent, parce qu'ils s'expriment, ils sont quelque part révolutionnaires. C'est la raison principale, c'était aussi parce que Matoub Lounes parlait, disait, s'exprimait à l'international, il dénonçait les choses. Il y a sans doute cela, mais je crois aussi qu'il y a des magouilles entre les différents groupes au pouvoir qui essayent de déstabiliser les uns les autres, tentent de mettre en difficulté le plus fort ou le plus prétendant au pouvoir. Et donc je pense qu'il n'y a pas que le symbole que Matoub Lounes représente, à savoir effectivement un homme de justice, un homme d'ouverture, un homme de combat, un homme d'indépendance, mais il y a aussi les magouilles entre les uns et les autres au sein du pouvoir, entre les groupes, entre les hommes. Ce panier, qui ce panier gèrent de le crabe dont système. on parle. Pardon?
dont on parle aujourd'hui, ce panier de crabes dont on parle, enfin plusieurs analystes évoquent aujourd'hui. Restez avec nous, Hassan Hirej. On a retrouvé dans un son correct Samir Yahyaoui. Sans plus tarder, c'est à vous. Quoi dire de plus que vos deux invités? Je disais juste avant qu'il est victime de l'intolérance et quels que soient les commanditaires, c'était quelqu'un qui critiquait le régime et il critiquait aussi l'extrémisme religieux. Et aujourd'hui, moi je dis toujours, si le droit national n'arrive pas à se faire appliquer, sachant que Amnesty International s'est mêlé de l'assassinat de Ma'toub, il faut porter l'affaire aux instances internationales. L'Algérie a ratifié tous les traités internationaux qui permettrait à une affaire non élucidée ou une affaire dont la famille, les amis, enfin les proches ne sont pas convaincus de l'impartialité de l'enquête. Moi, je les appelle à apporter ça sur le plan international. On me dira toujours à quoi ça sert. Écoutez, le temps de la justice n'est pas le temps du profane qui on a tendance à croire que les choses peuvent aller vite. Mais nous voyons par exemple aujourd'hui un dossier comme le dossier de Khan Nazar se réouvre à Genève. Ce qui fait, il y a aussi cette voie que j'encourage en tout cas les gens à aller voir le droit international. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de vide juridique. Quand le droit interne, le droit national ne s'applique pas, on fait appel aux instances internationales. Voilà ce que je pourrais dire sur Ma'toub Lounas, paix à son âme, un artiste tué dans un pays qui ne tolère pas la parole libre, qui ne tolère pas la pensée libre, mais comme l'a prouvé beaucoup de pays de ce genre, où beaucoup d'artistes dans d'autres pays dans le monde ont été assassinés quand ces pays-là ont connu des régimes totalitaires ou un régime ou une dictature. Voilà. Merci. Merci pour ces propos clairs et concis. Hassan Hirej, deuxième thématique de la soirée, c'est la journée internationale de soutien des victimes de la torture. On a écouté tout à l'heure un maître Aïssa Rahmoun qui était très proche des détenus il y a encore quelques jours en Algérie. Peut-on parler aujourd'hui en Algérie d'une sorte de torture morale, d'une torture psychologique? Je voudrais d'abord, avant de répondre directement à votre question, Je vous en rappeler prie. que dans la même région, il y a eu aussi l'assassinat du jeune Germah Massinissa, qui lui a été abattu, on lui a tiré dessus à l'intérieur même de la gendarmerie nationale. Il a été transporté à l'hôpital, mais est mort des suites de ses blessures graves. Mais ça aussi, c'est une énigme puisque le rapport du professeur Issad a été mis dans les tiroirs et à ce jour, les responsables directs et indirects courent toujours, ils ne sont pas inquiétés. Donc nous sommes dans malheureusement une situation d'impunité et ça rejoint votre deuxième sujet, à savoir que la torture malheureusement qui a existé pendant la période coloniale, depuis 1830 jusqu'à 1962, a été reprise telle quelle. Ces méthodes de Bijar et de Bugeaud ont été malheureusement reprises par les services algériens, par le FLN, etc. Et on a eu des témoignages. On a eu des témoignages comme ceux d'Ali Messili qui a été assassiné par les services à Paris. On a eu des témoignages de Smaïl Mujbar, de Qassi Lounas, on a eu le témoignage de Mohamed Haroun, on a eu les témoignages de beaucoup de militants de la cause des libertés, des militants algériens qui ont
donné le maximum d'eux-mêmes pour que l'Algérie vive libre, pour que les Algériens vivent libres. Et donc, malheureusement, c'est une pratique. Ce n'est pas seulement, comme vous dites, de la torture psychologique, qui effectivement est beaucoup plus répandue, mais même la torture physique. Et je rappelle que des militants de 1980 à ceux de 2001, à ceux justement qui ont été arrêtés récemment, on parlait tout à l'heure, Aïssa Rahmoun parlait tout à l'heure du cas de Karim Tabou. Je rappelle que Karim Tabou a été présenté une fois devant le tribunal alors qu'il avait le nez qui saignait et qu'il avait le visage complètement dévasté. On sait très bien qu'il malheureusement il a été torturé, il l'a dit lui-même. Donc au-delà des tortures psychologiques qui sont aussi très graves, les isolements, les interrogatoires, les inquisitions, les détentions arbitraires, les grèves de la faim, et puis dont les grévistes ne sont pas soignés, ou au contraire, sont laissés complètement de façon marginale, les morts justement suite à ces grèves, comme Dr Kamel Dilfra, comme Tamelt, et comme récemment, j'ai oublié le nom de ce jeune, vous me le direz, et toutes ces personnes qui sont mortes à petit feu dans les prisons. Et ça reste complètement indigne de notre pays, indigne de l'Algérie, indigne tout simplement d'une Algérie qui a donné des milliers, des centaines de milliers de ses filles et de ses fils pour que justement ce genre de méthode soit à jamais bannie, pour que ne se reproduisent plus les méthodes coloniales, les méthodes de l'armée française coloniale. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, il appartient à l'État, il appartient à la présidence, à l'armée, au service de sécurité, de changer de méthode, de donner espoir aux Algériens et de dire officiellement halte à ces tortures, halte à ces épreuves physiques et psychologiques que subissent les Algériens de façon indigne, de façon arbitraire, de façon injuste. Nous voulons une Algérie des droits de l'homme, une Algérie qui respecte l'intégrité physique, morale et psychologique des citoyens. Merci Hassan Hairach. Transition toute faite et parole sur cette thématique à Samir Yahyaoui. Le Conseil constitutionnel, son président Omar Belhadj a annoncé cette semaine, il garantit une indépendance de l'Algérie dans ce Conseil. Transition toute faite, c'est lié à la justice, aux méthodes notamment de travail, des enquêtes, d'interrogatoire aussi, et de méthodes, d'où cette question, Samir Yahyaoui, sur cette sorte peut-être de torture, en tout cas morale et psychologique. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de la torture morale, elle existe, mais pourquoi vous ne voulez pas parler de la torture physique, des viols qu'ont subis des prisonniers? Je rappelle que l'Khdar Bourgara en a parlé dans un livre qu'il a subi des tortures dans les années 60. Ce ne sont pas des tortures morales, il a subi des tortures physiques. Les prisonniers politiques des années 70, Saïd Saadi parle de la torture. Tous les prisonniers politiques des années 70 sous Boumediene ont parlé de la torture. Il y a eu la torture des années 80 aussi qui a continué. Il y a eu de la torture pendant la guerre civile dans les années 90, la torture physique. Il y a des gens qui ont été éliminés physiquement, tout le monde le sait. On a tiré sur une jeunesse en 1988. En 2001, on a des témoignages, en tout cas des accusations de torture physique et de viol pendant le Hirak. Je tiens à rappeler que Amnesty International a enquêté sur 73 cas et elle mentionne des accusations graves de violence, de maltraitance et de viol
contre des détenus. Alors, je ne vois pas pourquoi on parle de torture morale. Elle existe, elle est grave, mais il y a aussi la torture physique, avec tout ce que je viens de dire, des sévices et des viols qui sont dans des casernes, c'est-à-dire dans des institutions de l'État. L'ONU, dans son rapport au mois de mars 2021, demande des enquêtes sur ces tortures-là. En revanche, moi j'aimerais me poser la question d'un autre angle. On nous a dit qu'il va y avoir des enquêtes sur ces accusations. C'est-à-dire des enquêtes qui durent, enfin en tout cas des enquêtes qui ont été annoncées il y a plus d'1 an et demi. Moi je suis étonné, pas du fait qu'il n'y a pas de résultat d'enquête. Je suis étonné que les victimes, leurs avocats, ne montent pas au créneau. Vous savez, si on est malade et qu'on souffre et on ne va pas voir un médecin, écoutez, on peut mourir en silence. Peut-être, moi j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de leur maltraitance, et quand on essaie de leur dire il faut en parler publiquement, on nous dit non. Alors moi je dis, si les Algériens ont envie de souffrir en silence, c'est leur droit. Mais si ils ont envie que ces choses-là s'arrêtent, c'est pas en disant on espère que ça va s'arrêter. Non, espérer en Algérie ne sert à rien. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le régime en Algérie a nationalisé le colonialisme. Il l'a nationalisé. Ce sont des pratiques qui ont été vécues pendant l'Algérie coloniale, et le régime a continué à les pratiquer avec des témoignages comme celui que je viens d'énumérer, dont celui de l'Khdar Bourgara, qui est quand même un combattant de cette libération et qui dit qu'il a subi cette torture. C'est pour ça que je pèse mes mots. Je dis que le régime a nationalisé ça. Mais si les Algériens veulent que ça change, il ne faudrait pas que ça se passe dans le silence. Il faudrait que les instances internationales puissent se mêler. Je tiens à rappeler qu'à la constitution algérienne, écrite par les mains du régime, adoptée par les appareils du régime, stipule clairement que le droit international prime sur le droit national. Et à ce moment-là, pourquoi ces victimes ne demandent pas où est-ce qu'elles en sont, ces enquêtes? Quand il s'agit d'une enquête sur les feux de forêt, on nous a exposé à un armada de présumés coupables. Mais quand les appareils de l'État sont accusés, on ne voit pas de résultats, on ne voit pas d'enquête. Mais les victimes aussi continuent à se taire. Je suis désolé d'être aussi radical. Si les victimes, si les Algériens veulent que ça change, il ne faudrait pas que ça se passe dans le silence. J'entends beaucoup d'Algériens qui veulent mettre des on sait jamais. C'est pas non plus si... C'est pas non plus si simple hein, il faut, vous avez raison. Si, c'est très simple. Je suis désolé. Et cette révolution, elle en fait partie, mais non, mais c'est une remarque. Vous avez votre avis, mais c'est pas non plus si simple. Non, mais c'est mon avis. Je vais continuer. Je n'ai pas pris beaucoup la parole. Excuse-moi, Chaban. Je vais continuer mon propos. C'est très simple. Quand vous vous faites violer, matraquer, frapper, humilier, qu'est-ce qui vous reste de plus à perdre pour sauver votre peau? Walid Naqish, ça l'a sauvé. Ça l'a sorti de prison et aujourd'hui son nom figure même dans le rapport du département américain des affaires étrangères, dans le rapport des droits de l'homme. Il figure dans le rapport de l'ONU. Il figure dans le rapport de Amnesty International. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, il a été, ça veut dire sous les projecteurs, mais quelque part, ça le protège. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, on saura pourquoi il lui est arrivé quelque chose. Parce qu'il a dit haut et fort ce que tout le monde n'ose pas dire. Oui, c'est simple. C'est simple de dire je suis victime. Non, mais Samir Yahiaoui, je vous donne la parole dans un instant. Vous êtes à peu près au même temps de parole, mais je reviens avec vous. Quand je dis que ce n'est pas si simple,
On connaît en tout cas à distance cette Algérie où parfois on s'exprime, on essaye, les dossiers c'est difficile, les avocats aussi essaient de travailler. Lorsqu'on essaye d'avoir des informations, effectivement, c'est pas si simple à avoir accès. Maintenant, je vous rejoins effectivement de s'exprimer, de s'exprimer comme l'ont fait les Algériens haut et fort dans la rue, malgré des difficultés, malgré aussi de la répression. Ils le font, c'est dans ce sens-là. J'évoquais cette question de torture tout à l'heure physique avec Maître Rahmoun, vous faites bien de le souligner, mais c'était surtout aussi ce soir peut-être d'évoquer un autre volet de ce que subissent notamment les détenus, mais aussi les parents de disparus. Il y a des parents aujourd'hui dont les enfants ont disparu depuis plusieurs décennies, depuis les années 90, et vivent, à mon sens, une certaine torture. Mais vous faites bien de l'évoquer, et dans le cadre de nos émissions, on est revenu sur ces affaires de violences sexuelles, de viols, de torture physique aussi. Il y a un jeune adolescent notamment qui est sorti et qui s'est exprimé. On est revenu longuement. Mais je vous l'accorde, vous faites bien d'en parler. Mais je reviens vers vous, Samir Yahyaoui. On va regarder ici, troisième thématique de la soirée, même si vous pourriez par la suite revenir sur cette thématique, puisqu'en général, tout est lié. On va regarder ici sur Soundbite numéro 3, number 3, cette inauguration. Effectivement, il y a de la joie, il y a de la fierté, il y a du bonheur, mais avec nos invités juste derrière, on va essayer de comprendre pourquoi ce dispositif à Oran, qui ne suscite pas un engouement national. Est-ce qu'il y a deux pays différents, deux peuples différents, et puis on en parle juste après. Peut-on parler d'images, notamment du système sur cette inauguration? سيداتي سادتي، لنقف للسلام الوطني. النشيد الوطني الجزائري قسم. Hassan Halash, à vous la parole. Est-ce qu'on peut parler d'une image pour l'extérieur, pour les médias, puisqu'on sait que c'est un événement international, c'est la 19e édition, ce n'est pas une compétition, une organisation, un événement sportif propre à l'Algérie, mais ça tous les téléspectateurs le savent. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que c'est plutôt une image à l'international? On sait que l'année dernière, on n'a pas de Canadair, il y a des problèmes d'eau, l'éducation. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui deux mondes, encore une fois, différents en Algérie? Si vous me permettez, avant de répondre directement à votre question, rebondir 30 secondes. Je vous en prie, juste vous informer qu'il nous reste une toute petite quinzaine d'émissions. Vous avez la parole. Une quinzaine de minutes, c'est parfait. Je voudrais juste rappeler à notre ami Samir Yahyaoui, qui a tout à fait raison de parler des instances internationales, effectivement, à propos des victimes. Ceci dit, n'enfonçons pas un peu plus les victimes qui sont déjà dans une situation extrêmement grave au niveau physique, psychologique, etc., etc. Mais il faut savoir tout simplement que il y a eu des plaintes qui ont été déposées, il y a eu des dossiers qui ont été remis, riposte internationale depuis 2-3 ans, mais il y a eu d'autres associations. Mais il faut savoir une chose, c'est que les organismes internationaux ne
comment dire, ne concluent pas à partir de ce qu'on leur apporte nous, à partir de ce que les victimes ou les avocats leur rapportent, etc. Ils ont une méthode de travail, c'est d'aller sur le terrain, enquêter sur le terrain, et c'est à partir des conclusions qu'ils tirent suite à leurs enquêtes sur le terrain qu'ils agissent effectivement au niveau international. Or, malheureusement, jusqu'à présent, l'Algérie viole les pactes internationaux en empêchant les ONG internationales d'aller sur place et d'enquêter sur place. Donc, il ne faut pas oublier cette donne qui, malheureusement, est toujours d'actualité. Maintenant, pour revenir aux Jeux méditerranéens à Oran, d'abord, je suis très content que ça se passe en Algérie, que ça se passe dans une des villes que j'aime beaucoup, Oran. Quand j'étais jeune, quand je voulais passer des vacances, sortir de la Kabylie, ben, il m'arrivait d'aller passer quelques jours à Oran. C'était pour moi une épopée, une aventure, quelque chose d'extraordinaire. C'est une ville de l'Ouest qui, à la fois, est une ville amazigh, une ville un peu espagnole, qui tire un peu aussi de la culture marocaine, une ville méditerranéenne, etc. C'est une ville multiculturelle et multiséculaire. Je rappelle que même le nom de Wahran est un nom amazigh qui veut dire tout simplement la place des lions. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de statues de lions si elles n'ont pas disparu. Donc, je suis très content à la fois pour les Algériens, mais surtout pour les Oranais. Quand je dis les Oranais, au sens de toute la région oranaise, de tout l'Ouest. Et c'est une ville lumière qui mérite effectivement d'avoir des compétitions de ce genre et des compétitions encore et encore, aussi bien sportives, culturelles, scientifiques, etc. Il y a un potentiel énorme dans cette région au niveau scientifique, au niveau industriel, au niveau agricole. Malheureusement, les investissements ne sont pas à la hauteur. La formation... Le port d'Oran aussi est une richesse. Oui. Le port d'Oran aussi, qui est une richesse pour le pays, oui, qui devrait être exploité. Et l'aéroport, ils sont des infrastructures extraordinaires. Et donc, malheureusement, il y a des investissements comme dans toutes les régions. Hein. Et là, ce qui est fait n'est pas du tout à la hauteur. Et ce genre de manifestations sporadiques montre bien que les Algériens sont capables de faire un travail de qualité, de faire un travail qui rassemble l'ensemble des Algériens, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, etc. Il suffit de leur donner tout simplement une liberté minimale d'action, de leur rendre tout simplement leur travail possible, les autonomiser, leur donner des responsabilités et non pas s'arrêter juste à des conjonctures passagères, comme c'est souvent le cas. Ça me rappelle un petit peu quand un wali ou quand un ministre va visiter un village ou une ville, et tout le monde s'y met, tout le monde, évidemment, l'État, la commune, la wilaya, etc., s'y met pour réparer les routes, pour réparer les conduites d'eau, d'électricité, réparer les trottoirs, peindre les murs, etc., etc. Donc tout ça, c'est possible, mais il faut le faire d'une façon tout simplement constante, régulière. C'est toute l'année, c'est toute la vie. Il faut apprendre. C'est tout un projet, effectivement, pour un pays. Merci Hassan Helache. Vous aurez 30 secondes dans 3 minutes pour conclure l'émission. Samir Yahyaoui avec nous. Je vous laisse la parole aussi sur ces deux mondes que j'ai envie de dire. Ce qu'on a vu hier, c'est grandiose, mais à la fois, on voit quand même un pays qui... voilà, on va pas y revenir. Je vous laisse détailler et puis avoir votre vision des choses. Écoutez, je voulais dire que l'expérience de la société Novelty, elle s'écrit Novelty, la société française qui a 40 ans d'expérience dans le service industriel de l'événement et dans les solutions techniques audiovisuelles, a fait un super travail. Voilà. C'est une entreprise qui a 280
salariés permanents, qui emploie 750 intermittents du spectacle, qui a un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros, qui est installé en France, en Grande-Bretagne et au MENA, c'est-à-dire au Moyen-Orient, a démontré sa capacité, sa compétence à faire un événement de cette taille-là. La société s'appelle Novelty, je le tiens à le rappeler, c'est une société française qui a préparé un peu tout cet événement-là. Ça veut dire, à ce niveau-là, oui, elle a fait un très bon boulot, cette société. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui m'a inquiété autant que citoyen, c'est le décret 247-15, publié le 31 mai 2022 dans le journal officiel. Ce décret est un décret présidentiel. Il permet de commencer des travaux dans le cadre de cet événement-là. Je tiens à dire que ce sont des travaux publics, c'est-à-dire avec de l'argent public, qui sont censés être soumis à des appels d'offres publics. Et bien, ce décret permet le passage d'un projet de gré à gré. Je dis bien de gré à gré. Quand on le lit, je tiens à rappeler le numéro du décret 247-15, publié dans le journal officiel du 31 mai 2022. Alors, moi, j'aimerais avoir des explications sur ce décret. Je l'ai fait lire à des avocats. Ils ont fait la même interprétation qui est la mienne. C'est qu'il est permis de passer de l'argent, c'est-à-dire des marchés publics, de gré à gré. Ça veut dire par un choix personnel. Ça s'est jamais vu. Moi, c'est ces aspects-là qui m'inquiètent. Alors, on a une société française qui vient nous faire un événement. Pourquoi pas? Si on n'a pas la compétence, on a choisi une société française. Et derrière, il y a ce genre de loi qui vient être publiée dans le journal officiel par un décret présidentiel. Alors, moi, ces Jeux méditerranéens, très bien, mais dans quelle Algérie? Dans une Algérie qui a perdu 220 Algériens qui ont brûlé vifs parce qu'il n'y a pas de Canadair, alors que ce sont des Jeux qui ont coûté des centaines de millions d'euros, si ce n'est pas des milliards. On n'a pas les chiffres, on ne les aura pas parce qu'il y a un manque de transparence. C'est ça qui m'inquiète. Quelle est la priorité en Algérie? Aujourd'hui, le FAO, ça veut dire l'organisme international alimentaire, nous évoque l'Algérie comme un des 5e pays où il y a une crise majeure alimentaire à cause de l'approvisionnement du blé. Je rappelle que nous sommes le 2e importateur de blé en Afrique après l'Égypte. Nous apportons entre 7 à 8 millions de tonnes de blé. Comment on peut être fier quand on n'est pas capable de sécuriser notre assiette? Tabsi ta'na fdar, on ne l'a pas sécurisé. Tabsi, on n'a pas sécurisé. Quand nos forêts brûlent, on ne les a pas sécurisées. Et là, on fait un spectacle. C'est très bien, avec une société française, et derrière, on n'arrête pas de monter les Algériens contre la France pour, dès qu'il s'agit finalement de donner un crédit à ce régime, j'appelle les Algériens à être prudents, à être vigilants, à faire des lectures claires de ce qui se... des messages qui sont cachés. Évidemment, on va dire parce que je viens de critiquer quelque part. Je vous laisse conclure, Samir Yahaoui. Ces jeux. Ce que je veux conclure, c'est simple. Nous faisons comme tous les pays totalitaires. Quand on n'a plus rien à offrir au monde, on offre un spectacle. Belle chute. Hassan Harej, donc vous avez 30 secondes chrono, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous, en tant que société civile, je rappellerai par exemple des noms comme Zoubida Assoul, comme Karim Tabou, comme Mohsen Belabbas, comme Fethi Ghars, comme Ali Djoudi, comme Aïssa Rahmouni et tant d'autres militants. Nous avons fait ce qu'il faut pour que l'Algérie devienne un pays libre, un pays indépendant, un pays digne de ce nom et un pays qui peut avoir une grande place dans le concert des nations. Maintenant, il appartient à des gens au sein du pouvoir, des gens qui ressemblent
à des Mouloud Hamarouche qui ressemblent à des Mohamed Khelfaoui, au général Ben Hadid et à tant d'autres, à ces gens-là maintenant au sein du régime, de dire oui, on vous a entendu. Maintenant, même nous, au sein du système, nous allons travailler on peut changer. pour un changement radical, pour Merci. une refondation de l'État et pour que l'Algérie et les Algériens deviennent libres. Merci Hassan Helaj, c'est effectivement souvent la conclusion que vous faites. Vous faites appel à certaines personnalités des hautes instances de l'État pour changer, pour se bouger et faire changer les choses. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Donc Hassan Helaj, économiste, analyste politique, Samir Yahyaoui, analyste politique, et puis Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Trois thématiques, donc Mahatou Blounès ce soir, cette torture morale, physique, psychologique, et puis ces Jeux méditerranéens avec certainement deux mondes différents. Je vous invite vraiment à retrouver Souad Massi pour cet hommage à quelques jours du 5 juillet 1962. Jamel Taleb, dans un instant, que j'embrasse très fort, qui vous donne rendez-vous pour merci, désolé cher Jamel Taleb, je t'ai pris 10 minutes sur ton émission. Bonne soirée à tous, merci à l'équipe de m'avoir accompagné. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.